Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce deuxième rendez-vous cycle de webinaire La Ville Productive avec le PUCA, Urbanisme, Construction, Architecture, la Fabrique de l'Industrie, Caisse des dépôts. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de vous voir aussi nombreux. Vous êtes déjà plus de 200 à 8h46. On est ensemble jusqu'à 10h dans le cadre de ce deuxième cycle de la ville, dans le cadre de ce webinaire. On va régler quelques petits problèmes de son. Donc, je dis aux intervenants de couper leur micro. Voilà, vous coupez votre micro et ensuite vous le remettez. Donc, dans un contexte de lutte contre l'étalement urbain, la requalification durable des zones d'activité constitue un enjeu d'importance. Et nous verrons aujourd'hui comment, dans l'histoire, cette problématique s'est inscrite aux confluences des urgences et des besoins du secteur économique et d'une gouvernance qui, nous le verrons, cherche encore sa place, bien que par le passé, elle se soit largement engagée. Évidemment, pour introduire ces débats, Hélène Pesquine, que l'on remercie et que l'on salue, secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, à l'initiative de ce cycle de conférences. Gilles Novarina, notamment dans le cadre de la recherche-action initiée par le PUCA, reviendra sur ses travaux en introduction de ce webinaire, professeur d'urbanisme et à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, avec des recherches-actions et des contenus qui, dans la préparation de ce webinaire, me permettent de vous dire qu'ils sont passionnants, qu'ils permettent de prendre du recul et qui surtout nous permettent d'avoir une perspective et des éléments de prospective plus que pertinents dans la séquence que l'on traverse, notamment confronté aux différentes contraintes, réduire les temps de trajet entre les zones d'activité et les c'est villes, quelqu'un et qui en donne la parallèle parole, peut-être. être confronté avec aussi les enjeux d'aménagement et de développement durable. On a parlé d'artificialisation des sols. Avec nous, Aude Debreuil, aussi directrice générale de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Sénart. Sybille Thirion, consultante, ancienne directrice du Centre d'échange et de ressources foncières, et Damien Vergenot, qui est chargé de mission à l'agence Calen, Réseau 7 Est, d'agence d'urbanisme du Grand Est. Mais sans plus attendre, je donne la parole à Hélène Pesquine, qui introduit ce webinaire et ce deuxième rendez-vous du cycle La Ville Productive. Merci Hélène. Merci Razi, grand merci à New Stank City pour son partenariat sur ce programme de webinaire sur la ville productive. Donc un programme, comme ça a été dit, qui est un programme de recherche-action partenariale et une plateforme aussi d'échange qui a été constituée par le PUCA avec la Fabrique de l'Industrie et l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche et un grand nombre de partenaires parmi les opérateurs, les collectivités locales et le monde de la recherche. C'est donc la deuxième rencontre de ce cycle de mercredi de la ville productive. Vous êtes nombreux aujourd'hui et on en est ravis à nous suivre. Ce sont des webinaires courts, on va faire vite, mais néanmoins, vous aurez tout un tas de ressources à disposition, parmi lesquelles, je le mentionne, un cahier d'images qui vient d'être publié par le PUCA à partir d'un concours de photos sur les zones d'activité qui va illustrer un petit peu, en marge de ces échanges, la manière dont on peut faire évoluer le regard sur ces zones d'activité qui sont mal connues. C'est aussi le sens de cette rencontre aujourd'hui et des travaux qui ont été lancés avec Gilles Novarina et Sybille Thirion notamment qui vont vous être présentés. C'est de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de ces zones d'activité. Je précise qu'il s'agit de zones d'activité productives, de zones industrielles et pas de zones commerciales, voire de zones logistiques, même si parfois elles sont mêlées, ou de zones tertiaires. Donc on est bien sur l'activité productive historique, la manière dont elle évolue et comment spatialement elle est qualifiée ou déqualifiée d'ailleurs dans les espaces urbains. En particulier, comme le disait Razi Hamadi, dans la perspective du zéro artificialisation nette, donc dans la manière dont on va réintégrer à l'espace urbain et à la pensée urbaine, au projet urbain, tous ces espaces plus ou moins denses, plus ou moins monofonctionnels qui entourent nos villes et qui en font totalement partie également. Et puis l'objectif de ce programme Vie productive, c'est de comprendre la relation entre la ville et le travail,
la place des travailleurs dans la ville, leur lieu d'activité, la forme que prennent ces activités. Et donc, c'est aussi un enjeu pour nous, et il est notamment inscrit dans le travail de thèse qu'on soutient, qui est piloté par Flore Bringan, architecte urbaniste, de décrypter le modèle spatial et social de ces zones d'activité, la population qui y travaille, la manière dont ils fonctionnent, et comment un certain nombre de caractéristiques urbaines pourraient éventuellement leur être conférées compte tenu parfois de la faible qualité de ces espaces, et en tout cas du peu d'attention qu'on y porte quand on est professionnel de la ville. Ce sont donc tous ces enjeux qui seront discutés aujourd'hui avec nos invités. Je suis très très heureuse d'ouvrir ce deuxième rendez-vous. Un grand merci également au PUCA à Bertrand Vallet qui pilote ce programme Ville Productive depuis près de 2 ans maintenant, et avec un grand talent, à toute l'équipe du PUCA qui a préparé avec Newstank cette deuxième rencontre. Sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre nos échanges. Alors, la parole est à Gilles Novarina. On vous partage le slide support de présentation. On vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Vous verrez une très grande cohérence dans l'introduction, et en effet, merci à Bertrand Vallet dans la préparation, en tout cas, et y compris sur la dimension intellectuelle et de cohérence sur le fond du webinaire, parce que vous verrez, on attaque avec évidemment Gilles, puis ensuite en cohérence avec la poursuite par Sybille Thirion, on verra des expériences étrangères, la question de l'optimisation du projet urbain, la réalité, le concret, aujourd'hui en situation avec Haute de Breuil, et puis évidemment les enjeux de stratégie territoriale, développement économique avec Damien sur la 4e intervention. Et puis évidemment, vous pouvez poser des questions sur la partie questions. Gilles, le slide et la parole sont à vous. Bonjour. Donc d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire. Je remercie aussi le PUCA d'avoir accepté de financer la recherche que nous avons proposée. Le laboratoire dont je fais partie, qui s'appelle Architecture, Environnement et Culture Constructive, qui est rattaché à l'École d'architecture de Grenoble, et le CERF, qui est un centre d'études et de ressources sur le foncier. Donc, ce programme est un programme de recherche-action. Il s'intéresse effectivement aux zones productives, de production, même si la notion de zone productive aujourd'hui, c'est une notion compliquée, parce qu'on verra par la suite, la réalité des zones d'activité aujourd'hui, c'est un mélange de choses diverses et variées. Et donc, il a à la fois un aspect de construire un état des lieux à partir d'une série d'atlas cartographiques, et d'imaginer des scénarios de transformation, de requalification de ces espaces d'activité économique dans la ville, requalification et transformation qui vont dans le sens d'une amélioration de la durabilité de ces zones. Donc, l'intervention que je vais faire est en 3 temps. D'abord, un petit rappel historique sur la naissance des zones industrielles et la forme qu'elles ont pris en France. Des évolutions principales au cours à partir des années 70, et puis la situation actuelle, donc un plan relativement simple qui peut-être sera efficace comme support de ma présentation. Alors, je rappelle, si on fait une rapide histoire des espaces d'activité dans la ville, qu'on est passé d'une situation où les activités étaient dans la ville. Dans les années 50, avec l'invention de la notion de zone industrielle et la création des premières zones industrielles, on a essayé de concentrer les zones d'activité à l'extérieur des villes. On a eu une phase à partir des années 70 de dispersion, plutôt dans le périurbain. Et aujourd'hui, beaucoup de gens appellent de leur vœu un retour à l'insertion des activités économiques dans la ville, dans le cadre d'un projet de mixité fonctionnelle et sociale. Donc, si on regarde un peu l'histoire, les zones industrielles en France sont liées à l'émergence d'une ville moderne, à l'application des idées de Le Corbusier et des théoriciens des congrès internationaux d'architecture moderne. Alors, la chose curieuse, quand on regarde un peu cette histoire, je vous ai mis 2 schémas, le schéma de la ville radieuse de Le Corbusier
et celui de Milioutine qui proposait une ville linéaire avec des activités industrielles le long des voies routières et des voies et des lignes électriques. Quand on voit ces schémas, on est surpris par un paradoxe qui est celui que Le Corbusier ou Milioutine ont toujours à la bouche le mot de ville industrielle, mais qui disent très peu de choses sur la manière dont s'organise l'industrie dans la ville. C'est le parent pauvre des théories de l'urbanisme. Alors, on a beaucoup exagéré, de mon point de vue, le fonctionnalisme des modernes. Simplement, Le Corbusier dit qu'il faut mettre la grande industrie à l'écart de la ville parce qu'elle pollue. Il faut la séparer de la ville par des espaces verts. On voit aussi la même chose dans le schéma de Milioutine. Et qu'il faut la connecter au réseau de circulation. Il ne prône pas l'expulsion de la ville des activités commerciales et artisanales, comme on a bien voulu le dire. Il pense que le commerce doit rester à l'intérieur des espaces résidentiels. Et donc, quand ces idées, quand ces conceptions de l'urbanisme ont été mises en œuvre, notamment en France dans les années 50, les principaux responsables de la politique des grands ensembles et de la politique des zones industrielles vont expliquer, et là vous avez une série de citations de François Parfait, qui a été le directeur de la CET, donc un des principaux aménageurs de zones industrielles et de grands ensembles en France. Il explique bien la différence qu'il y a entre la réflexion qu'il y a sur le logement et sur l'habitat, qui est une réflexion qui a été très poussée, même si on peut en faire une critique aujourd'hui, et l'absence de réflexion qu'il y a eu sur ce qu'on peut appeler l'habitat industriel ou l'habitat d'activité économique. François Parfait explique que les collectivités publiques, l'État et les collectivités locales doivent se limiter à aménager des espaces pour l'accueil d'activités économiques, aménager les terrains, les équiper, les découper. En gros, il propose une action de lotissement et rien de plus. Il explique, il écrit que, en ce qui concerne la conception des bâtiments, la manière dont on accueille les activités sur l'espace, les industriels savent faire et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à cette question-là. Et ça correspond aussi à une vision d'un partage de responsabilités entre l'industrie d'un côté, les industriels, les entreprises et la collectivité publique. Alors que dans le logement, à la même époque, il y a toute une réflexion, on entre dans la fabrication du logement, le groupement des logements, les unités de voisinage, etc., etc. Et donc, ce point de départ explique en fait qu'on soit relativement démuni sur la manière dont on pense devoir accueillir les activités économiques en ville. Une des spécificités de la France dans cette histoire, c'est que, alors que dans la plupart des autres pays européens, on s'est contenté de réserver des terrains pour l'industrie et pour les activités économiques, en France, les collectivités publiques ont produit des terrains d'activités économiques, ils ont investi de l'argent, ils ont investi des fonds dans les acquisitions foncières, l'équipement en voies et réseaux divers et dans le découpage foncier. Et donc, les acteurs économiques ont pris l'habitude qu'on mette à leur disposition des terrains équipés pour accueillir les entreprises à des coûts fonciers qui soient bon marché. Et ça, c'est une spécificité. Dans d'autres pays, les industries ont plutôt tendance à se débrouiller toutes seules. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe entre la fin des années 60 et le début des années 80? Il y a en fait un double mouvement, un mouvement de spécialisation et un mouvement de mixité. On passe de la zone industrielle à la zone d'activité économique, au parc d'activité économique, au parc d'activité technologique, au technopôle. Enfin, il y a différentes notions qui apparaissent. Le vocabulaire se diversifie et on voit bien qu'on a des moments, par exemple, quand on parle de zone d'activité économique, on imagine un mix entre l'industrie et le commerce, par exemple. Mais quand on commence à parler de parc d'activité technologique, et je vais insister plus là-dessus, on a une volonté de spécialiser l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'un technopôle? Si on regarde du strict point de vue spatial, je ne parle pas de ce qui se passe du point de vue des relations entre les entreprises et les acteurs économiques, c'est une zone d'activité qui est paysagée. On a un comité d'agrément qui dit telle entreprise, on l'accepte parce qu'elle correspond aux objectifs de développement scientifique et technologique qu'on s'est donnés. On fait de l'immobilier locatif.
Ça, c'est une nouveauté dans les années 80, à l'initiative d'abord des collectivités publiques, quand on prend l'exemple de Innovalet à Grenoble, par exemple, et puis par la suite, c'est sur la droite de la slide, des acteurs privés commencent à créer des mini-parcs, des choses qui ressemblent à des pépinières d'entreprises, et ils standardisent un certain nombre de produits immobiliers en la matière. J'insiste là-dessus, c'est important de comprendre que la spécialisation a permis le développement des activités technologiques, et sans cette spécialisation, sans ce zoning strict, on n'aurait pas eu d'activité technologique, on n'aurait pas eu de zone d'activité technologique, même si aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il faut introduire de la mixité dans ce type d'espace. Et donc, quand on regarde aujourd'hui le résultat de ce processus, on a une grande diversité de situations. Cette diapositive est un peu indigeste, il y a beaucoup de textes, mais on a des zones industrielles qui sont situées dans le tissu urbain, dans la périphérie des villes-centres ou dans les premières couronnes de banlieue, où aujourd'hui des activités industrielles côtoient des activités artisanales, le BTP, des activités de stockage, de nouvelles activités commerciales ou de services, des activités de loisirs, donc une grande mixité. On a des zones qui sont mixtes, où il y a une concurrence entre le commerce, l'artisanat et l'industrie pour l'accès au sol, et c'est plutôt l'industrie qui perd, ou l'artisanat. On a des parcs technologiques qui ont commencé à vieillir et où il y a des problèmes de requalification, et puis on a des plateformes logistiques spécialisées, où parfois on a aussi de la logistique au milieu de l'activité industrielle. L'ensemble de ces situations n'est pas sans poser problème et mérite qu'on ait une attention particulière à ces espaces, qu'on regarde exactement ce qu'il y a sur les zones d'activité, les conditions de coexistence des activités, les conditions de coexistence avec les espaces urbains qui sont autour de ces zones d'activité. Par exemple, hier, avec Sybille Thérion et d'autres collègues de l'équipe de recherche, on est allé à Brignais, dans l'ouest lyonnais, et on a donc vu une situation très complexe où on a des propriétaires qui louent des locaux d'activité dont ils étaient propriétaires à d'autres activités qui sont installées, on a des espaces de stockage importants, par exemple, et on a des activités innovantes dans différents secteurs de production. Et donc, le travail qu'on va faire, et je vais conclure là-dessus, c'est l'idée de, suite à un état des lieux un peu précis qui sera cartographié, une première carte qu'on a réalisée, on va essayer d'améliorer encore tout ça, on a l'idée de partir d'un certain nombre d'hypothèses qui soient ouvertes et qui ne soient pas fermées, hein, de dire, on ne pense pas qu'on puisse dire en matière de présence active dans la ville, les choses vont dans cette direction-là, on pense plutôt examiner des possibles en posant la question d'une part de qu'est-ce que c'est qu'une activité de production aujourd'hui. On sait qu'il y a une intégration plus forte entre production de biens et production de services. On se pose aussi la question des nouveaux services qui sont nécessaires dans une zone d'activité, l'amélioration des espaces publics, la question du traitement des déchets, de l'économie circulaire, les nouvelles conditions de livraison des matières qu'on utilise et des produits finis, les demandes du personnel, notamment en matière de mobilité, qui changent. On va poser la question de la mixité fonctionnelle, mais pas comme un but à atteindre, mais comme est-ce qu'il faut qu'il y ait une mixité ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une mixité, en regardant sur les différents espaces de production économique dans la ville les conséquences de cette hypothèse. On va se poser la question de la spécialisation des sites d'accueil économique ou de la non-spécialisation des sites d'accueil économique, et puis la question de la condition de mise à disposition des terrains, et la question de savoir s'il faut louer les terrains ou les vendre quand on aménage les zones d'activité. Donc, ces hypothèses, ce sera une manière, un point de départ pour construire des scénarios de requalification et de transformation. Voilà, donc l'idée, c'est bien partir de l'existant, comprendre les relations qui existent entre la production et la ville, imaginer que c'est une situation ouverte et pas une situation dont on connaît déjà les réponses avant d'avoir fait le travail. Et peut-être que dans 2 ans, on pourra avoir, dans un peu moins de 2 ans, parce que c'est plutôt 15 mois, 16 mois que 2 ans, on pourra avoir une idée plus précise de la manière dont on peut accueillir les activités économiques dans la ville. Voilà, donc j'ai été synthétique, court,
Et je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup Gilles. Merci pour cet état des lieux à l'instant T de l'avancement des recherches dans la préparation de ce webinaire. On a eu la chance de pouvoir lire plus qu'un début, un bel état d'avancement de là où on allait dans le cadre de cette recherche-action. C'est passionnant. J'encourage toutes et tous à suivre de près ces publications qui ont été initiées et financées par le PUCA. C'est sur l'avenir de ces zones, sur le rôle de la gouvernance, sur les perspectives, leur adaptabilité. Bref, un enjeu à la fois primordial, essentiel et qu'on a hâte de lire dans son entièreté avec vous, qui travaille avec vous, Sybille Thirion, qui est l'ancienne directrice du Centre d'échange et de ressources foncières, mais qui est aussi consultante. Je propose que vous prolongiez à la fois le propos, puisque vous êtes partie prenante de ce travail de recherche, mais y compris, comme nous l'avons vu dans la préparation de ce webinaire, peut-être dans une perspective aussi plus opérationnelle, cette notion notamment de partenariat qu'on a évoquée entre le privé, le public. Je n'en dis pas plus, je n'en dis pas trop. Sybille Thirion, la parole est à vous. Oui, bonjour, j'ai réussi à régler les problèmes, mais je n'ai pas entendu tout le démarrage, donc j'espère que je ne ferai pas de répétition. Nous, la question du renouvellement des zones d'activité économique, elle n'est pas nouvelle dans notre région, mais elle est traitée de manière très inégale. Lorsqu'on est dans les zones tendues, et on en a un certain nombre chez nous, on a le pourtour de la métropole lyonnaise, on a tout le pourtour genevois et bien d'autres encore. En fait, les collectivités n'ont pratiquement plus de foncier aménagé. Et donc, en fait, pour accueillir les entreprises, elles doivent forcément aller retravailler les zones d'activité existantes. Et ça prend du temps. Et le souci, c'est que ne pas être en capacité de dégager des capacités d'accueil, ça veut dire qu'il y a des évictions de projets d'implantation, et c'est de plus en plus fréquent, ou une incapacité tout simplement à répondre à la demande des entreprises en place. Sur ces zones, donc le sujet, il est économiquement et politiquement urgent pour assurer l'équilibre des territoires. Après, quand on va dans des zones qui sont plus périurbaines et rurales, en tout cas en secteur moins tendu, la question du renouvellement des zones d'activité ne se pose pas du tout de la même façon, puisque là, il y a encore des capacités d'extension et on est plus à se poser la question de la bonne organisation des droits à construire, des services, pour éviter que ces zones d'activité connaissent les difficultés que subissent actuellement les territoires tendus. Mais on est vraiment dans deux contextes différents. Et le renouvellement des zones d'activité a cette difficulté. Sur les zones tendues, on y est, c'est compliqué. Et sur les zones détendues, on peut toujours parler de renouvellement, les conditions ne sont pas tout à fait réunies. Donc, nous, très tôt, nos collectivités adhérentes nous ont saisis parce qu'en fait, elles voyaient bien le sujet. Mais réintervenir sur des tissus anciens qui sont bâtis, qui ont été cédés au privé depuis 10, 20, 30 ans, c'est très cher pour une collectivité et donc il faut qu'elle pense autrement et reconquérir le foncier aujourd'hui, un foncier bâti, c'est disposer d'une offre dans 5 à 10 ans. Donc vous voyez, on est dans l'urgence, mais en même temps, on est dans une planification de l'offre qui va prendre du temps et qui est complexe, qui est coûteuse. On n'a pas forcément l'ingénierie et la collectivité ne va pas se mettre à préempter toutes les parcelles qui passent sous le radar parce que, en fait, qui passent parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc, il y a vraiment la question de la stratégie de long terme et du partenariat avec les propriétaires et les entreprises en place. Nous, ce qu'on propose, et ça, c'est l'objectif de cette démarche, c'est de s'inscrire dans une stratégie de long terme qui ait une certaine flexibilité. En fait, quand on a une zone d'activité qui est occupée et qui n'a pas forcément maintenant les activités que souhaiteraient attirer les collectivités parce qu'elles sont bien positionnées par rapport aux infrastructures de transport, par rapport au marché, eh bien, il va falloir aller négocier avec les propriétaires qui ont une logique patrimoniale, voire de spéculation,
pour qu'ils acceptent de libérer les emprises progressivement, avec également une logique d'aménagement en tiroir. Il y a des entreprises, il va falloir trouver dans le bassin de vie des localisations qui leur correspondraient mieux pour pouvoir recommencer pour pouvoir composer un secteur qui aura une logique économique plus importante et plus intéressante. Donc, en fait, négocier avec les propriétaires, repenser la zone d'activité économique dans son découpage, dans l'aménagement des voiries, saisir les opportunités pour pouvoir installer des services. Ça veut dire que la collectivité, elle va préempter certaines parcelles qui sont centrales et par contre laisser faire le marché sur d'autres parcelles. Ce qui est frappant aussi quand on se déplace dans des zones d'activité existantes, dans des cœurs métropolitains, c'est qu'on a des bâtis très dégradés, très faiblement denses. On peut tous en tirer enfin, je veux dire, tout le monde peut tirer cette conclusion. Donc là, dans un plan guide, il faut également penser la densité et la mixité. Je veux dire, passer d'un R+1 à R+2 à R+3, c'est possible. On peut très bien trouver des superpositions d'activités qui le permettent et qui permettent en plus de dégager des valeurs qui porteront ces programmes. Il faut aussi se poser la question des aménités, de la connectivité des zones d'activité, parce que en tout cas dans des pourtours métropolitains, on va de plus en plus aller rechercher des salariés qualifiés qui sont à la recherche d'une atmosphère urbaine et puis d'un niveau de service équivalent. Pour les entreprises, c'est vraiment important pour fidéliser leurs salariés. Et il va falloir aussi se poser, et un certain nombre de collectivités se posent déjà cette question, de la conservation de la propriété du foncier. Quand on investit très fortement avec des bilans déficitaires sur ces opérations, peut-être qu'il n'est pas très opportun d'investir lourdement et puis ensuite de céder à nouveau le foncier. Des solutions de bail amphithéotique, bail à construction, démembrement de propriétés assez proches de ceux qu'on met en place actuellement sur le logement et qui permettent un parcours résistentiel dans le logement, donc pourquoi pas le faire pour l'entreprise. Ce sont des solutions qu'il faut mettre en place. Alors, par exemple, chez nous, dans le département de la Haute-Savoie, où les prix du foncier atteignent des sommets incroyables, on est déjà en train de poser comme principe politique le maintien, la conservation du foncier économique dans le giron public. Ce sont des sujets qui ne sont pas faciles parce que toutes les logiques patrimoniales d'entreprise ne permettent pas de rentrer dans cette trajectoire, mais c'est quand même une piste qui a énormément d'avenir. Voilà, vraiment faire évoluer une zone d'activité économique qui est occupée, c'est vraiment poser sur le long terme un projet avec une reconquête progressive et le négocier avec les propriétaires et les exploitants, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à générer la dynamique et les moyens de financement suffisants pour la faire progresser dans le temps. Et je dirais qu'en fait, une zone d'activité qui a des friches industrielles bien identifiées, c'est peut-être plus simple, et j'en suis persuadée, c'est plus simple à traiter que des zones occupées qui fonctionnent mais qui correspondent pas au profil que recherchent actuellement les collectivités. Voilà, je vous ai fait. On pourra revenir sur les différents sujets. Oui, c'est vraiment passer de la stratégie à l'opérationnel. Avec grand plaisir, Sybille. On pourra revenir, si vous en êtes d'accord aussi, avec ces éléments qu'on a pu voir dans le cadre de la préparation du webinaire, sur notamment votre analyse, votre jugement, notamment sur la comparaison avec Londres, que je trouvais très, très intéressante. Ça va nous permettre aussi de garder encore plus en haleine, l'ensemble de ceux qui nous suivent. Beaucoup de questions. Il faut saluer le travail de Bertrand. Hélène aussi qui est sur le pont. On essaie de répondre à chacune des questions. Et puis aussi, je souligne les perspectives que vous évoquez, notamment en termes de propositions, de boîte à outils. Cette idée qui testait dans le cadre de la préparation de ce webinaire donne toute son illustration et sa pertinence à la notion de recherche-action, notamment lorsque vous évoquez la notion, par exemple, de démembrement, les BRS qu'on peut faire aujourd'hui dans le
le domaine du logement, pourquoi pas demain sur les zones d'activité, et cette réflexion qui n'est pas simplement une métaphore filée, mais véritablement un vrai support méthodologique, et de suivre finalement ce que l'on a pu faire ou ce que l'on préconise dans certains cas en termes de fonctionnalité dans le logement. Lorsque vous parlez, par exemple, il y a un parcours résidentiel, pourquoi pas un parcours développement économique lorsqu'on voit les difficultés dans notre pays de passer de la start-up à la PME, à l'entreprise de taille moyenne, les ETI, les transmissions, etc. Merci Sybille, on reste avec vous, vous restez avec nous. Tout de suite, on va en direction de Haute-de-Breuil, notamment qui, à mon avis et à mon sens, reviendra suite aux différents échanges sur les enjeux notamment de modèle économique, de faisabilité, de réalisation, la réalité des territoires, la pertinence des zones et ce que l'on peut y faire entre le souhait et la réalité, les concurrences aussi qui peuvent exister avec différentes fonctions autres et destinations, mais je n'en dis pas plus. Tout de suite, Haute-de-Breuil, directrice générale de l'EPA Sénart, la parole est à vous. Merci à vous d'être avec nous. Oui, merci Razi, merci au PUCA d'avoir initié à la fois cet appel à projet et ces différents échanges extrêmement riches sur un sujet qui effectivement a plutôt été le parent pauvre de la réflexion urbaine. Alors j'ai envie de dire peut-être pas sur tous les territoires, parce que quand on travaille sur aujourd'hui une ancienne ville nouvelle, puisque ce statut juridique n'existe plus, eh bien le développement économique faisait part égale avec les ambitions de développement du logement résidentiel, et du coup bien sûr il y a eu une réflexion sur comment aménager des zones économiques, comment les paysager, comment les intégrer dans leur environnement. Donc il y a quand même des endroits où on a essayé de penser un petit peu ce développement économique. Pour ce qui est de la requalification des secteurs, moi je suis sur un secteur où à la fois j'appartiens, l'opération d'intérêt national appartient à une agglomération qui est très contrastée, Grand Paris Sud, qui intervient sur les deux rives de la Seine, avec donc qui intervient entre l'agglomération Évry au nord de Melun et l'opération d'intérêt national du sud de Corbeil au nord de Melun. Donc des territoires très contrastés sur lesquels il y a beaucoup de territoires de politique de la ville. Et donc, il y a beaucoup, d'ores et déjà, de territoires qui nécessitent une intervention extrêmement forte de la collectivité publique. Et donc, moi, je sens une certaine réticence, une certaine inquiétude de l'agglomération, malgré sa compétence économique, à intervenir sur la requalification de zones d'activité. D'autant plus réticence, d'autant plus justifiée ou expliquée par le fait que l'établissement public continue à approvisionner le territoire avec de la création de zones d'activité qui permettent d'accueillir des nouvelles entreprises. Alors cette requalification, nous y avons été confrontés à l'intérieur d'une vieille zone d'activité qui a été créée dans les années 70, qui fait à peu près 70 hectares, donc elle est juste vieillissante, mais il y avait une opportunité très forte avec le départ programmé d'un logisticien qui est une coopérative d'achat d'un groupe de grande distribution qui libérait 12 hectares d'un seul tenant sur ce secteur de 70 hectares. Et donc nous avons vraiment proposé à l'agglomération et à cette entreprise de réfléchir ensemble sur comment initier à cette occasion véritablement une transformation d'un secteur qui est en entrée de ville, dans un quartier de gare, avec d'importantes potentialités. Et donc, c'est posé rapide. La première question qu'on a posée, qui à mon avis est fondamentale, c'est évidemment celle du foncier. Ça a déjà été dit. Il y a de plus en plus en France aujourd'hui d'établissements publics fonciers. Et donc, nouer un partenariat pour connaître le foncier, l'analyser, regarder sa dureté, ce qui est susceptible de muter plus ou moins facilement, proposer aux élus d'être en veille pour évidemment acquérir, ce que disait Madame Thirion, des opportunités ou des secteurs qui pourraient s'avérer bloquants s'ils mutent facilement. C'est la première réflexion que nous avons proposée. Nous avons un partenariat avec l'EPF Île-de-France et l'agglomération pour une veille foncière.
Ça, c'est fondamental. Nous avons travaillé avec cet opérateur logisticien avec l'idée d'un partenariat. Là, je voudrais dire que pour qu'il y ait partenariat, il faut qu'il y ait une communauté d'objectifs et je pense que la principale difficulté, c'est le rapport au temps. Nous sommes dans un secteur aujourd'hui qui est une zone d'activité et donc faire un projet, le transformer, permettre à ce partenaire de gagner de l'argent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'était son objectif. Ça veut dire concevoir un projet, modifier les documents d'urbanisme, faire toutes les études environnementales qui s'imposent et rentrer dans une logique où on va commencer par dépenser beaucoup d'argent avant d'en gagner peut-être. Et donc, quand on leur a proposé un partenariat, pourquoi pas monter une société ad hoc, une CEMOP, autant dire qu'on n'a pas eu beaucoup de succès. Je pense que c'était trop loin de leur base d'activité et donc ils ne se sentaient pas de s'engager. Ils étaient déjà en train de porter un très gros projet industriel puisqu'ils se réimplantaient sur un secteur de 30 hectares avec un investissement capitalistique considérable. Et donc là, ce partenariat, il a achoppé très vite. Enfin, il a même pas été initié parce que nous n'avions pas véritablement de communauté de vue sur les objectifs et surtout sur le rapport au temps. Ça, c'est fondamental. Alors après, transformer une zone d'activité, évidemment, c'est aussi d'une complexité juridique qui est à analyser. Quel est le statut? Bon, nous, on est dans des vieilles ZAC, alors comment les reprendre, comment les transformer, comment créer des droits à construire. Nous avons apporté une réflexion urbaine, effectivement, c'est indispensable, une sorte de plan guide de ce projet urbain, mais ce qui est plus compliqué, c'est que c'est un plan guide qui prend véritablement en compte le marché, les capacités véritablement de commercialisation, d'accueil d'entreprises, pour donc de phasage éventuellement pour être certain que ce qui sera recréé comme capacité répondra aux attentes du marché. Et puis, très vite, évidemment, quand on a commencé à bâtir des bilans financiers prévisionnels, eh bien, transformer une zone d'activité pour en refaire une zone d'activité, parce qu'à l'époque, le maire ne souhaitait pas nécessairement introduire du logement, eh bien, c'est forcément déficitaire. Madame Thirion l'a dit, il faut reprendre les espaces publics, il faut reprendre les voiries, il faut investir sur des aménités. Et là, à la grosse, on avait un déficit d'une 20aine de millions. Et donc, on a aussi beaucoup travaillé avec le RNA, puisque j'ai la chance de coprésider le RNA sur cette problématique de transformation de zones d'activité. Ce sont des choses possibles, des actions possibles que s'il y a de lourds investissements publics. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a eu des expériences très intéressantes présentées au RNA. Je pense justement autour de Chambéry. Ce sont des projets qui ont vu le jour qu'avec de très lourds investissements publics. Et donc, les collectivités sont-elles, oui ou non, en situation, en capacité, ont-elles la volonté politique d'engager, de porter financièrement ce type de disposition? Alors certes, il existe de plus en plus d'outils. Je pense en Île-de-France au nouvel outil de la région, Île-de-France Investissement et Territoire, mais néanmoins, il faut un engagement extrêmement fort de la collectivité. Et c'est souvent un point sur lequel peut achopper un projet. En tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le point sur lequel on bloque. Très concrètement, notre logisticien, plutôt qu'un partenariat, a cherché un investisseur qui pourrait racheter son site dont il resterait locataire quelques années, ces dernières années d'activité sur place. Donc, il n'est pas rentré dans cette logique de projet et la collectivité aujourd'hui hésite à s'engager pour les raisons que je disais. Voilà, donc je vous donne un vécu tout à fait récent, d'actualité, qui atteste de la complexité et des conditions nécessaires pour l'engagement de ce type de démarche. Merci beaucoup Aude. On reviendra évidemment dans le cadre des échanges. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réactions sur le fil et le chat, notamment dans cette relation à la gouvernance, dans cette relation aux élus. Claude Bertolino nous dit une étude en PACA. Alors Claude Bertolino de l'EPF PACA, établissement public
public foncier, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, une étude a mis récemment en lumière que les élus intègrent la nécessité du renouvellement urbain et la densification pour l'habitat, mais seule l'extension urbaine existe dans leur représentation mentale pour l'économie. Il y a beaucoup d'interventions qui rejoignent aussi le travail de Gilles et de Sybille sur aujourd'hui cette déconnexion qui existe entre l'urgente nécessité de prise en compte dans l'aménagement et de prévision pour l'avenir dans le cadre des transitions urbaines et la capacité à s'en saisir au niveau de la gouvernance publique, mais y compris, comme vous l'avez rappelé très justement, avec aussi bien des enjeux économiques, de bilan économique pour les opérateurs, ce qui rend les choses quelquefois assez difficiles. On est véritablement là où la croisée des chemins et ce webinaire tombe à point. Alors, à la croisée des chemins avec nous, évidemment, Damien Vargenot, sur responsable stratégie de développement économique pour l'Agence de développement des territoires Scalen. On a envie de poser la question, celle que l'on vous posait dans la préparation de ce webinaire. Damien, quelle est la recette, comment ça se passe chez vous, notamment dans cette partie plutôt Est. Vous êtes revenu aussi beaucoup sur ces enjeux de pilotage, de gouvernance et de projets urbains. On vous écoute, Damien, la parole est à vous. Merci, Razi. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, l'Agence de développement des territoires Nancy-Sud-Lorraine est intervenue dans le cadre de la plateforme régionale du foncier et de l'aménagement durable, qui est un dispositif animé par la région Grand Est et puis par la DREAL Grand Est, un groupe de travail spécifique sur les zones d'aménagement économique, une commande assez simple sur une question extrêmement compliquée, et je crois qu'il faut être extrêmement modeste quand j'entends Sybille, Aude ou Gilles avant moi. C'est vrai que nous avons en fait tous les ingrédients, que ce soit dans les codes de l'urbanisme, que ce soit dans les pratiques de l'aménagement, mais nous n'avons pas de recette. Nous avons, c'est à chaque territoire en fonction du contexte territorial, de l'attractivité des zones d'activité, et puis aussi en fonction de l'activité du marché, en fonction aussi de l'état de tension, parce que nous avons en Grand Est, comme partout en France, des territoires, notamment autour des grandes agglomérations, où on connaît les mêmes problématiques de tension sur le foncier, de choix, d'arbitrage à faire sur l'allocation du foncier, que ce soit pour des programmes d'aménagement ou que ce soit pour des programmes d'action et d'activité économique. Et il est vrai qu'il y a parfois aussi quelques arbitrages pas simples à faire entre les communes, qui ont longtemps été, parfois pour certaines, des maîtres d'ouvrage de communes, et puis des intercommunalités depuis quelques années qui ont récupéré la compétence. Donc, il y a à prendre en compte ce contexte local. Alors, nous avons effectivement produit cette étude en 2020 pour le compte donc de la région Grand Est et de la DREAL Grand Est. Nous étions ligués, je dirais, dans une alliance qui est celle des 7 agences d'urbanisme et de développement de la région Grand Est. Rapidement, Strasbourg, Mulhouse, Longwy, Metz, Nancy, Châlons-en-Champagne et Reims. Je crois que je n'ai oublié aucune. Et donc, on s'est penché sur cette question qui nous avait été posée de la boîte à outils, parce que souvent, c'est un leitmotiv qui revient. Donnez-nous les éléments, les outils à proposer principalement à destination des élus et des services des communautés de communes, sachant que pour les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, voire les métropoles, les services sont beaucoup plus étoffés. Donc il y aura une question qui est essentielle pour moi, qui est celle de l'ingénierie pour accompagner la maîtrise d'ouvrage, déléguée. Alors très classiquement, nous avons bien sûr fait une première approche en ce qui concernait les facteurs d'attractivité, et nous avons vu que nous avons la question essentielle qui ressort de cette première partie sur les approches, sur des éléments de contexte, bien sûr. J'en ai déjà mentionné. Je voulais faire quand même, je voudrais souligner à ce moment de mon propos la question quand même, dans le cadre des objectifs de sobriété foncière, qui sont tout à fait légitimes, qui montent en puissance depuis une vingtaine d'années. C'est la question des protection de l'aménagement, économie, sobriété de la ressource foncière, versus aménagement et besoins économiques. Ça, je crois que c'est aussi au cœur de la réflexion.
On a également pointé l'évolution des besoins, mais mes interlocuteurs précédents l'ont bien noté, je n'y reviens pas. Généralement, on a quand même un déficit d'évaluation et de pilotage, et on a aussi un déficit de qualité aussi dans les zones d'activité qui n'ont pas toujours été, je dirais, bien servies qualitativement lorsqu'il y a eu des aménagements. Et puis, il y a bien sûr la question de la complexité technique, parce que ce qui est un fait que nous avons mis en valeur, c'est qu'on bute quand même sur la structure foncière. On veut faire évoluer, on veut intensifier les usages, on veut faire muter, on veut faire en sorte qu'il y ait une forme de réversibilité des bâtiments notamment, ou voire des usages du foncier, voire la question de la mixité des usages et des fonctions. Ce sont des questions extrêmement complexes. Alors, je n'y reviens pas. Nous avons une deuxième partie qui a été plus centrée sur les clés d'organisation, qui sont le travail classique des réseaux d'agences d'urbanisme, puisque nous sommes plutôt dans le pré-opérationnel. En appui, on travaille quotidiennement avec des aménageurs, avec des commercialisateurs, avec des SEM d'aménagement ou des sociétés publiques locales, d'habitat par exemple, et puis également, bien sûr, avec des opérateurs fonciers, avec des aménageurs, comme je le disais, et puis avec les EPF. Les clés d'organisation, bien sûr, je n'y reviens pas parce que vous les connaissez tous, c'est bien sûr la nécessité d'avoir un diagnostic partagé, c'est aussi la nécessité d'avoir une ambition partagée, et que la collectivité civile a parlé tout à l'heure, je crois, de stratégie de long terme. Effectivement, il faut avoir non seulement les moyens, mais également pouvoir inscrire la collectivité dans sa stratégie d'aménagement économique, avec une vraie réflexion sur comment je me projette dans les 5, 10, 15 ans à venir sur l'avenir de mon tissu économique et sur la localisation de ces nouvelles activités. Et puis bien sûr, il y a aussi la mobilisation de l'écosystème. On y reviendra. Je voudrais souligner à ce terme, ça a été abordé notamment par Aude, il me semble qu'il y a cette question de l'aspect patrimonial et de la façon dont sont considérés aussi les actifs dans les bilans des entreprises. Il y a aussi une question aussi d'impôt, une question fiscale. Par exemple, est-ce qu'une commune a intérêt à faire bouger une zone d'activité? Et puis il y a aussi une question, je dirais, d'intérêt, tout simplement, d'activité avec des propriétaires qui sont parfois, qui n'occupent pas leur bâtiment, et donc les besoins et les envies, je dirais, pour embarquer l'ensemble des parties prenantes dans ces phénomènes de renouvellement n'est pas la même si on a affaire à des propriétaires bailleurs occupants ou à des propriétaires et des locataires. Voilà, ça c'est aussi un autre paramètre important. Alors je voudrais m'appesantir peut-être plus à ce stade sur les leviers, puisque c'est notre troisième et dernière partie. Alors on les a balayés, on a fait, je dirais pas preuve d'originalité sur l'ensemble de cette étude en 2020. Tout ça est issu d'un retour d'expérience aussi que nous avons établi sur quelques cas dans le Grand Est, en essayant de trouver à la fois les zones d'activité mixtes et puis des zones commerciales. Alors les premiers, bien sûr, les premiers leviers sur lesquels les collectivités peuvent jouer, c'est bien sûr les leviers juridiques et réglementaires, avec deux éléments qui nous ont paru plus particulièrement intéressants. C'est bien sûr le PLUI maintenant. C'est un outil extrêmement important, puisque le PLU peut porter une attention particulière, notamment au type d'activité autorisée à s'implanter, mais également à la part des espaces verts, aux marges de recul, etc. Donc c'est aussi une façon aussi de faire évoluer également l'occupation du sol. On a des leviers, d'autres types de leviers, des leviers fonciers opérationnels. Alors c'est toute la question de la maîtrise foncière, publique, privée, et des stratégies particulières d'investissement et de portage d'immobilier public. Aude a parlé effectivement d'un cas que nous avons identifié, qui était donc dans deux régions françaises, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, me semble-t-il, et puis Île-de-France, qu'elle a mentionné, la question des SEM, qui est les moyens justement d'assurer ce portage immobilier foncier public. Troisième type de levier, des leviers financiers et fiscaux, à travers les différents outils, participation privée, aide, ingénierie foncière ou outils fiscaux également. Enfin, les deux derniers types de leviers que nous avons identifiés sont des leviers de management
qu'on appelait managériaux, et puis des leviers de ressources. Bien sûr, il faut savoir se projeter dans le temps long, mais il faut aussi savoir, et c'est là le travail, je crois, des agences d'urbanisme, il faut savoir aussi comment évolue au quotidien la zone d'activité, comment elle mute, quel est son tissu d'activité, faire un petit retour en arrière pour savoir comment évolue aussi la zone et comment elle peut se projeter avec les occupants actuels. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir un travail très serré de contact avec les entreprises qui sont dans les zones d'activité, en s'appuyant bien sûr sur les associations de chefs d'entreprise qui peuvent exister. Et dans le cadre de l'agglomération de la métropole du Grand Nancy, nous avons la chance d'avoir depuis maintenant une quinzaine d'années un réseau extrêmement serré d'associations de chefs d'entreprise à travers un dispositif qui s'appelle ATP, qui est appelé maintenant AMUT. Les leviers managériaux peuvent paraître dans ces opérations complexes extrêmement importantes, puisque bien sûr il faut organiser la maîtrise d'ouvrage, il y a le système de la gouvernance également, et puis il y a aussi tout travail très fin de dentelle, de mise en relation avec les porteurs de projets, avec les propriétaires, avec les locataires, et puis accompagner, bien sûr, bien comprendre les logiques qui sont à l'œuvre pour chacune de ces parties prenantes. Voilà, Razi, ce que je pouvais dire en quelques minutes. Merci, merci Damien. Je crois que nous avons pour ce webinaire véritablement un panorama assez complet tant du point de vue des enjeux qui sont posés avec Gilles et Sybille que leur approche opérationnelle, que avec Aude et comme on vient de le voir avec vous, et je vous en remercie, ce début de préconisation concrète avec une méthodologie à l'échelle du territoire qui est le vôtre. Alors, les questions que nous avons et qui nous parviennent sont nombreuses. Je salue et souligne, d'ailleurs Bertrand a fait une très belle réponse, ceux qui se satisfont, et je vois déjà un certain nombre d'échanges, de liens, le véritable écosystème du PUCA avec tous les gens des collectivités territoriales, direction des services. En pointe, on est plus de 374. Là, vous êtes 310 avec nous. Des échanges de documents. Et Bertrand qui disait, oui, c'est aussi le rôle de ces webinaires que d'être des lieux où on discute, où on échange et où l'expertise se partage. Vous avez beaucoup de liens. On essaiera évidemment dans le cadre du compte-rendu, je dis ça pour Sébastien Chabas, qui est journaliste à Newstank Cities, de les récupérer aussi, puisque je crois que la participation des uns et des autres participe à la réussite d'un webinaire. Peut-être... pour être assez précis et concret, repartir, si vous en êtes d'accord, peut-être en partant de Aude, puis Sybille, Gilles, et revenir avec Damien. Quelles sont peut-être pour vous, Gilles, Aude, excusez-moi, quelles sont pour vous peut-être les mesures les plus urgentes à prendre? Puisque dans les questions qui sont posées, vous avez Claude qui nous dit, vous voyez, le problème, il y a aussi la question du timing et de l'évolution du monde économique. On avait à Vitrolles une ZAD il y a 10 ans qui s'est poursuivie par une ZAC, et actuellement on a un arrêté d'expropriation pour la maîtrise foncière des secteurs de stockage de matériaux, notamment récalcitrant à la mutation plus urbaine. D'autres qui nous disent oui, mais en même temps on a aussi des territoires, chose que vous avez évoquée, du fait de l'établissement public d'aménagement Sénart, et puisque vous voyez en tant que témoin privilégié à la tête du réseau national aménageur avec les RNA, les concurrences entre territoires aussi. Et donc, quel est le levier peut-être pertinent? Certains disent RADET, SCOT, coordination, opposabilité, en tout cas conformité entre les uns et les autres, puisqu'on a des territoires qui sont en concurrence sur des sujets qui sont mouvants et qui nécessitent d'être agiles, comme on dit désormais. Donc, peut-être refaire un tour de paroles comme ça, vraiment très opérationnel. À votre avis, quelles sont les 1-2 décisions à court terme, en attendant que l'analyse continue à nous nourrir, et notamment les travaux lancés par le PUCA, qu'il faudrait prendre, quelles sont les consciences dont il faudrait se saisir pour mieux préparer l'avenir? En quelques mots, c'est pas une réponse simple. Immédiatement, le foncier.
le foncier, la veille foncière, l'anticipation foncière, recourir au maximum aux établissements publics fonciers, c'est quand même, les élus sont pas forcément dans cette culture d'anticipation, de veille. Ils laissent passer un coup parti, il fallait préempter, ils ont pas voulu. Bon, moi je vois, j'ai des élus qui raisonnent plutôt en préservation du foncier bâti, qui leur apporte la fiscalité directe. Et donc, tant que le bien n'est pas démoli, ils sont pas trop inquiets, ils continueront à percevoir de la fiscalité. Donc, je pense que ces mécanismes fonciers sont pas toujours bien compris et maîtrisés. Un autre sujet dont on n'a pas du tout parlé et qui me semble absolument fondamental, c'est la valorisation des biens immobiliers dans les comptes des entreprises. Alors, j'en ai déjà beaucoup discuté avec la DHUP. Je sais qu'elle essaye de travailler avec la Direction générale des entreprises, mais si vous voulez, le problème, c'est que un propriétaire d'une friche ou d'un bien qui est pratiquement pas utilisé, lorsqu'il l'a fortement valorisé dans ses comptes, il n'a aucune envie d'acter une perte pour finalement permettre sa transformation. Et donc, tant que le bien dort quelque part, entre guillemets, dans ses comptes, eh bien, c'est moins dangereux financièrement que d'acter une perte dans ses comptes. Et donc ça, c'est vraiment une difficulté parce qu'en fait, il faudrait pouvoir dévaloriser véritablement ces biens et ça permettrait beaucoup plus de remise sur le marché et de mutation. Après ça, la dernière chose, c'est qu'il y a vraiment un besoin de compréhension entre les acteurs du monde économique et les élus. Franchement, le temps de l'aménagement n'est pas le temps de l'industriel. Et donc là, on est sur des logiques spatio-temporelles qui sont presque incompatibles. Donc, comment les rapprocher? C'est le travail de tous les professionnels que nous faisons. Mais c'est indispensable. On peut pas raisonner pour des élus. Ils sont plus à l'aise sur des projets de développement résidentiel et on peut pas porter une logique de développement économique de la même manière. Donc voilà, ce besoin aussi de dialogue et de compréhension des acteurs. En 3 mots. Merci beaucoup Aude. Je vais me retourner vers Sybille et Gilles avant de revenir à Damien. Et je dis pour les intervenants aussi qu'on a des questions ou des remarques plutôt, mais je trouve que c'est aussi le rôle d'un webinaire ou d'une discussion, quelle qu'elle soit, en attendant celle que l'on attend avec impatience en physique, que ce soit en terrasse ou non, notamment sur les impacts récents. Gilles Coffin qui nous parle d'accord, c'est passionnant, mais les impacts, par exemple les avancées prévues par la loi climat et résilience qui étendent les droits et les collectivités en matière de requalification des parcelles. On nous parle évidemment du ZAN. Je rappelle l'article 49 de la loi résilience climat, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense que peu sont dans ce cas, surtout parmi les intervenants, mais y compris parmi les participants et spectateurs, c'est que pour le moment, la définition de la ZAN est renvoyée à décret. Elle est dans la loi avec des objectifs 2030-2050. Donc, les mesures récentes, en tout cas le cadre législatif, le rôle des acteurs est assez interpellé quand même est assez souligné. Sybille, je reviens à vous, Sybille Thirion. Oui. Voilà. Je dis pas qu'on gère bien l'urgence, mais quand un EPF doit se positionner, il se positionne. En fait, il sait aller négocier et pousser les lignes s'il le faut. Mais en fait, la difficulté d'un EPF comme d'une collectivité qui décide de se positionner sur un foncier, c'est de justifier son acquisition. Et on en revient toujours au projet. Donc, en fait, pour moi, l'urgence, c'est de penser projet parce qu'une collectivité, quand elle a X hectares, elle peut pas se positionner parfois. Elle peut pas politiquement, elle peut pas financièrement. Et donc, pour moi, c'est quand même se dire sur les zones d'activité qui sont vraiment à restructurer et à redynamiser, c'est quoi les grandes lignes, hein, et en fonction de ces grandes lignes, on va cibler des secteurs. Mais déjà, ça demande une réflexion. C'est un peu, par exemple, dans une zone pavillonnaire, vous décidez que cette zone pavillonnaire, vous allez la densifier, vous allez la réorganiser. Eh bien, vous avez des secteurs de veille et vous recomposez des assiettes et ça vous prend 5 à 10 ans.
Mais pour moi, quand même, c'est assez essentiel d'avoir, de se pencher sur le devenir de la zone d'activité, ce qu'on veut en faire, en sachant qu'en fait, quand on se projette dans un horizon de 10 ans, les activités qu'on va accueillir dans 10 ans, c'est pas forcément celles qu'on a actuellement. Donc, il faut cette flexibilité. Mais pour moi, pour aider l'EPF ou la collectivité à se positionner sur les bons fonciers qu'elle va porter sur un temps long, qu'elle va transformer, on ne peut pas faire sans projet, ne serait-ce que parce que c'est très difficile de justifier des DIA où on n'a pas de projet autre que d'acheter de l'activité économique qui fonctionne peut-être encore. Donc, juridiquement, c'est difficile de faire sans projet. Enfin, moi, c'est ce que je constate, c'est ce que j'ai constaté au quotidien depuis très très longtemps. On a du mal à se positionner sur de l'éco, sur du foncier économie et de l'immobilier économique et à passer en force si on n'a pas de projet. Bien. Merci Sybille. On nous dit les futures conventions de sobriété foncière devront prendre en compte les besoins fonciers pour les activités. Il faudra bâtir un mode d'emploi, un référentiel, en prenant en compte les spécificités des territoires, détendus ou pas. Le rôle de l'ingénierie territoriale est ici central. Et je souligne, Sybille, comme vous l'avez justement fait, comme vous le faites avec Gilles, qu'il y a la question, il y a le côté public, c'est-à-dire la contrainte, l'acquisition, les établissements publics, mais il y a aussi tout un pan de la recherche sur laquelle vous revenez, qui est passionnant dans vos écrits, et ce qui me permet de passer le plat à Gilles, c'est aussi du côté entreprise. C'est-à-dire qu'on a quand même, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui du webinaire, sur les enjeux de logistique, sur les enjeux de fonction support, peut-être à revoir aussi la structure même de la zone d'activité. Comment peut-elle mutualiser des fonctions support, des fonctions de livraison, des fonctions d'accueil, les enjeux de relation client, ce que fait le numérique avec un CRM, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas le transposer dans la forme urbaine et architecturale, architecture et urbain qui ont été pour la zone d'activité économique dans le domaine de la recherche, comme vous le soulignez, les parents pauvres. Gilles, les mesures, vous, dans le cadre des études et des recherches que vous menez à l'échelle de votre territoire, mais on voit bien que cela fait écho à beaucoup de choses. Hein. Vous traitez notamment sur le long terme ces zones d'activité économique qui sont déclassées dans les documents d'urbanisme. Peut-être arrêter de faire ça dans un premier temps en attendant d'avoir les moyens d'agir et d'avoir une vision plus claire en termes de méthodologie et de perspective. Gilles, la parole est à vous. Oui, je disais là dans un chat que un des déclencheurs de la réflexion sur les villes productives à Grenoble où je réside, c'était le fait qu'on ait perdu 300 hectares de zones d'activité en 10 ans. Et ça, c'était un constat qui a été fait au moment du PLUI. Et donc, une des premières mesures qui a été prise, c'est de stabiliser les zones d'activité, d'empêcher leur changement d'usage. Donc voilà, essayer de les sanctuariser. Après, moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu en amont de tout ça. Il me semble qu'il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on veut faire en matière de développement économique. Et par exemple, imaginer que sans doute le développement des agglomérations repose sur une pluralité d'activités économiques. Les recherches qui sont menées en la matière le montrent. On ne se sauve pas par les activités les plus en pointe. On a besoin d'un ensemble d'activités qui soient des activités diversifiées, dont font partie la logistique, le bâtiment, etc., etc. Et on a besoin de pouvoir accueillir, si possible, pas loin des zones d'habitat, ces activités. Donc ça, c'est important de cette réflexion. Et cette réflexion a beaucoup d'importance quand on regarde les zones d'activité qui sont les moins bien organisées et qui sont quand même peut-être les plus nombreuses, celles qui ont le plus évolué, les plus anciennes, celles où il y a le plus de problèmes de requalification et où la tentation, c'est de dire on évacue ces activités qui sont bruyantes, qui posent des problèmes de cohabitation avec l'habitat le plus loin possible de la ville pour plus avoir ces problèmes. Voilà, donc moi je pense que réfléchir au rôle en termes de création d'emplois, du bâtiment, de la logistique, d'activités diverses et variées d'artisanat, c'est aussi un élément de la réflexion qui est important. Et puis le dernier point qui est peut-être le plus simple,
C'est plus le cas aujourd'hui, mais quand même, on a largement, quand une entreprise demandait 5000 m² pour s'installer dans une zone d'activité, notamment quand on n'était pas très loin, pas trop près du centre-ville, on lui donnait 5000 m², alors qu'on avait peut-être besoin de 2500. Donc, on a eu des stratégies un peu de gaspillage quand même dans les années 80 du foncier économique. Et aujourd'hui, il me semble qu'on doit réfléchir au fait que si on pense que les collectivités publiques, une des façons d'aider à la création d'entreprises et au développement économique, c'est de mettre du foncier bon marché auprès des entreprises pour pas que ça pèse sur leur bilan. On aurait intérêt à réfléchir, comme c'est déjà fait dans pas mal d'endroits, sur le fait de mettre le foncier à disposition des entreprises sous forme de bail amphithéotique, de bail à long terme. Voilà, moi je dirais qu'il y a un peu des aspects qui relèvent de quel modèle de développement on veut, éviter de gaspiller de foncier, essayer de bien cibler les besoins qu'ont les entreprises en matière de terrain et puis réfléchir quand même à la manière dont on leur accorde le foncier, plutôt sous forme de location que sous forme de vente. D'accord. Donc c'est vrai que ce qui revient beaucoup, c'est finalement, et là c'est à la fois pour les opérateurs publics et privés, on peut les prendre ensemble, hein, parce qu'on peut être tenté de dire, bon, les opérateurs privés ont leur rythme, ont leurs contraintes, ont leur bilan économique, ont leurs besoins. De l'autre côté, on a le public, le parapublic qui a des contraintes de ressources, des contraintes de prévision, quelquefois de compétences, comme le disait, et on va revenir à vous, Damien, après Aude. On va revenir à vous, Damien, excusez-moi. Je vous présente mes excuses. Je crois que j'ai été coupé. On t'entend à nouveau. Tu peux y aller. Voilà, vous m'entendez à nouveau. Je vous présente bon. mes excuses. Il y a eu un petit problème. Voilà. Donc Damien, j'ai été coupé longtemps. Oh, quelques secondes, le temps Okay, d'avoir une grande angoisse, mais tout va bien. La parole est à vous, Damien. Et du coup, je n'ai pas entendu ta question. Oui, je disais, ce qui revient beaucoup, c'est cette idée de planification. Oui. Et puis, comme outil de cette planification, la capacité peut-être à dissocier les outils fonctionnels que l'on a sur le foncier et sur l'usage. On a cette concurrence entre usage économique, usage résidentiel. On a cette difficulté entre un foncier qu'on achète et qui, lui, donc, devient, entre guillemets, bloqué pour des années alors que le rythme économique est différent, l'évolution de la ville aussi. Est-ce que ce couple planification réversibilité des usages en fonction de la nature d'exploitation du foncier, c'est des choses sur lesquelles vous avez ouvert des perspectives plus que de l'ordre de la préconisation dans le cadre de l'étude dont vous nous parliez, commanditée par des villes comme Annecy, Strasbourg et autres. Alors, une réponse en deux temps. Alors, d'une façon très pratique, pour la métropole du Grand Nancy, qui est un membre éminent, historique et éminent de l'agence Scalen, il y a cette question qui traverse les politiques et les stratégies d'aménagement de développement économique, qui est celle d'essayer de se projeter et de voir comment les zones d'activité peuvent muter, voire se développer. Il y a la question aussi de l'allocation des ressources dont je parlais. Alors, nous sommes en 2020 et surtout en 2021 dans notre programme partenarial. Nous penchons sur cette question-là, nous sommes en train d'y travailler. Pour revenir à la première question, certainement que le niveau des SCOT, alors c'est une question difficile, parce que il peut y avoir des alliances et des accords, des majorités d'idées.
Oui, Damien, excusez-moi, je me permets juste parce qu'on nous dit les baux justement de longue durée sont largement utilisés par les collectivités, et ça rejoint ce que vous dites, mais les intercommunalités récentes ont du mal à se l'approprier. Voilà, juste pour illustrer. Oui, vous avez complètement raison. Là, ça fait, je crois que c'est depuis 2015, hein, depuis la loi Notré, mais on voit bien qu'il faudra un petit peu plus de temps pour que les intercommunalités s'emparent vraiment. Alors, je parle des intercommunalités les plus petites, bien évidemment, ce qui me permet de dire qu'il faut absolument que les intercommunalités qui ont la compétence du développement économique, voire la gestion de zones d'activité économique, à la fois, je sais que c'est l'objectif du prochain séminaire, hein, du prochain webinaire, mais il faut absolument qu'il y ait de la transversalité, de l'inter-service, davantage entre le service de développement économique et le service de développement de l'urbanisme. Hein. Je sais, j'ai vu dans les remarques, dans les chats, ça je peux le confirmer. Il faut aussi qu'il y ait aussi une espèce d'unité de pilotage pour une stratégie qui doit se projeter à long terme. C'est aussi ça la difficulté pour les intercommunalités. Après, tous les outils sont là. Encore faut-il les comprendre, savoir également les utiliser à bon escient et surtout avoir une ingénierie de projet. Bien sûr, les agences d'urbanisme pour l'amont, mais évidemment le PF, mais évidemment les centres d'aménagement, les établissements publics d'aménagement. En fonction des territoires, il faut absolument un accompagnement. Mais encore faut-il, comme cela a été dit, qu'il faut qu'il y ait une stratégie et une projection des collectivités dans leur politique. Alors, je reviens à la question de mon propos sur les SCOT. C'est vrai que c'est le sujet du développement économique et de l'allocation de la localisation préférentielle des zones d'activité, de la stratégie foncière à 10 ans maintenant pour les SCOT, elle est essentielle. Elle est très compliquée parce qu'il faut trouver des accords politiques, des accords territoriaux, mais ça me semble être vraiment le bon niveau. Et on voit bien entre deux générations de SCOT, pour avoir travaillé sur la précédente génération de SCOT, Scott Sud 54, Sud Meurthe-et-Moselle, et sur l'actuel qui est en train de se faire, on voit bien qu'on a progressé sur la question, les esprits ont progressé sur la question, on verra bien ce que cela donnera de façon plus opérationnelle. Et puis on a quand même, entre les mains de l'intercommunalité, là je réponds pleinement à votre question, Razi, la question du PLUI, hein, où là ça demande aussi à remettre à plat, ça oblige en tout cas à remettre à plat la stratégie publique, de savoir ce que fait la collectivité en relation bien sûr avec les communes et aussi avec les opérateurs économiques et avec les propriétaires des zones d'activité et avec les occupants surtout. Merci beaucoup Damien, notamment je vois qu'on retrouve l'ensemble des éléments de la préparation consciencieuse, rigoureuse de ce débat, puisqu'on réatterrit sur les PLUI, c'est fabuleux. Je propose un mot de la fin pour chacune et chacun, et le mot de la fin pour Hélène, si elle en est d'accord. Et je propose qu'on reparte avec Gilles, une phrase, un mot, une salutation, c'est la conclusion. La parole est à vous, Gilles. Alors, moi, si j'avais un mot à dire, c'est de ne pas partir de présupposés en matière de requalification des zones d'activité, d'idées toutes faites sur la hiérarchie des activités économiques à développer, de partir de l'existant, d'essayer de comprendre comment l'existant fonctionne et d'imaginer des pistes d'amélioration et de requalification. Merci beaucoup, Gilles. Aude de Breuil. Oui, moi j'ai envie de dresser aussi une perspective pour l'avenir, c'est-à-dire la question a été posée évitons de constituer des nouvelles friches demain. Nous expérimentons avec un promoteur industriel qui est à Melun, qui s'appelle Elsimaï, une enveloppe industrielle durable, un bâtiment industriel qui est mutable, qui est conçu avec un jumeau numérique, qui est intégralement réadaptable dans le changement d'activité. Voilà, je pense que ce genre d'expériences aussi sont à promouvoir, parce que si nous traitons des zones en difficulté, il faut essayer de les traiter durablement. Et donc, il y a des moyens aujourd'hui de travailler sur le bâti pour rendre même le bâti industriel mutable de manière durable. Et donc ça, je pense que c'est une perspective très importante à promouvoir. Et donc nous avons passé un partenariat avec ce promoteur pour promouvoir des sites clés en main avec cette problématique.
Merci beaucoup, à très très bientôt. De la même façon, Damien, à très vite. Sybille, la parole est à vous. Oui, alors pour compléter, si on revient à l'échelle du territoire de l'intercommunalité, encore plus du SCOT, je pense qu'une des pistes, c'est d'essayer de chercher des péréquations entre des zones d'activité qui sont en renouvellement, parce que effectivement, ça coûte cher et c'est un peu le nerf de la guerre, et des zones d'activité qui ont encore un peu d'extension, et qu'en fait, la vente du foncier d'extension, lorsqu'elle est profitable, et là, ça renvoie au prix des terrains qu'il ne faut pas brader, permettre de réinjecter du financement pour le renouvellement urbain, puisqu'on manque tellement de… Le levier financier est un sujet incontournable. Merci Sybille. Un dernier mot, Damien, et la conclusion à Hélène. Je vous remercie toutes et tous. Damien. Merci Razi. Juste simplement dire qu'il faudrait arriver à réintégrer les zones d'activité économique dans leur cycle de vie. On a beaucoup parlé d'un modèle qui était plutôt linéaire. Il faudrait qu'on arrive à réintroduire de la circularité dans cet aménagement durable et tenter d'essayer d'introduire des principes de l'économie circulaire dans l'urbanisme circulaire, justement. Merci. Hélène, secrétaire permanente du PUCA, à l'initiative de ce webinaire avec vos partenaires. Le mot de la fin est pour vous et les perspectives de rendez-vous le 9 juin à présenter aussi. Merci Hélène. Ah, le micro. C'est bon. Voilà, excusez-moi. Il me reste à vous remercier tous. Je ne serai pas plus longue. Il est 10 heures. On a un premier rendez-vous court et ciblé. Je vous invite à retrouver tous ces débats en ligne et dans le média de News Tank City, qui est notre partenaire sur ce programme. On le remercie beaucoup, qui fera également une synthèse de nos échanges. Tout ce dont il a été question, tous les travaux préalables, tous les documents qui nous ont été envoyés par nos intervenants et par vous autres qui faites partie de cette discussion, et on en est ravis, seront mis en ligne sur le site du PUCA également. C'est vraiment une plateforme qui se met en place avec ces webinaires, qui élargit celle qu'on avait créée au départ du programme, et on en est très très content. On a eu beaucoup de questions sur le rôle des collectivités, c'est heureux puisqu'on aura la prochaine fois un débat autour de quelques stratégies innovantes de collectivités territoriales, notamment de grandes villes, mais on viendra plus tard sur les villes moyennes, autour de ces questions de villes productives, notamment celles qui avaient pris les devants, et je pense en particulier à Bruxelles, et je sais que nos amis de CityDev étaient parmi nous ce matin, et partenaires du programme. On parlera aussi de Bordeaux, et bientôt de Lille, de Rennes, et je l'espère de villes plus petites dans les prochains mois. Donc c'est le rendez-vous de la prochaine fois, le mercredi 9 juin à 8h45, et j'espère vous y retrouver nombreux. Encore merci pour vos questions passionnantes et ces échanges qui enrichissent chaque fois nos webinaires et ce programme Ville Productive qui est le vôtre également. Merci à toutes et à tous. Compte rendu et replay envoyé à tous les participants, évidemment. Bonne journée, bonne semaine et portez-vous bien. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.